Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassel-la-Bouche chez Canal Austral, bien sûr, dans cette émission, petite émission qu'on appelle Zigzag, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais toujours qui trace sa ligne tout droit. Émission culturelle, bien entendu, on va parler de sujets divers et variés. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un qui nous vient de la grande métropole de la France. Oui, il a fait 11 000 kilomètres pour arriver jusqu'à chez nous. Il va nous parler de quelque chose qui va peut-être dans les années futures bousculer notre vie. En tout cas, il bouscule encore notre vie, ce sujet-là. Aujourd'hui, il s'appelle Pierre et il est avec nous. Comment ça va, Pierre? Très bien, Jean-Claude. Merci de nous faire ce plaisir d'être avec nous ici à Bassel-la-Bouche, chez Canal Austral. Tu connais bien. Tu as déjà venu ici. Tu étais venu ici il y a quelques temps de cela. J'étais déjà venu il y a 5 ans. 5 ans, ouais. Et j'avais été très bien reçu. On avait très bien mangé. C'était On va parler de quelque chose de très important. On va parler de ton métier, bien sûr, puisque dans cette petite émission qui s'appelle Zigzag, on fait des petits tours à droite et des petits tours à gauche, mais on atterrit toujours au même endroit. Ton métier, c'est quelque chose que tu adores, que tu aimes bien sûr, mais c'est un métier qui, quand même, demande une grande tactilité ou une grande technicité, qui est une forme de robotisation, c'est-à-dire que toi, tu crées des machines pour rendre les hommes plus paresseux. Alors, excuse-moi, mais bon, c'est un petit peu ça, non? C'est un petit peu ça, Donc, en fait, moi, je travaille pour une entreprise qui s'appelle ABB, qui, entre autres, fabrique des robots pour l'industrie. Et on vend des robots pour tous les segments de l'industrie, que ce soit l'automobile, la métallurgie, le food and beverage, donc tout ce qui est nourriture, boisson, etc. Et donc le but du jeu, c'est d'avoir de robotiser, d'automatiser la production pour qu'elle soit plus rapide, plus fiable, et puis pour essayer de supprimer certaines tâches qui sont devenues trop difficiles pour les opérateurs. Alors Pierre, je me posais toujours la question de savoir, lorsqu'on crée un robot comme ça pour faire une tâche, il faut vraiment qu'à l'arrière de la création, de tout ce qui fait cette mise en place pour créer ce robot, il faut un technicien. Et ce technicien-là, si vous créez un robot pour faire de la peinture sur les voitures, il faudrait que vous avez un technicien en peinture quand même à l'arrière. Comment ça se passe? En fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand on parle d'un robot, il faut imaginer que c'est un bras mécanique. Et le bras mécanique, de base, il ne sait rien faire. Et donc, on va lui apprendre à faire des choses. On peut lui apprendre à faire du soudage, on peut lui apprendre à faire de la peinture. Et c'est là où on va faire appel à des experts en peinture, en soudage, qui vont permettre au robot de savoir, on va le programmer. De créer des gestes. De reproduire des gestes, pour qu'il soit en capacité de reproduire des actions de peinture. Et donc, l'idée, si on parle par exemple du soudage, on sait qu'on a de plus en plus de mal à trouver des ouvriers qualifiés, des techniciens qualifiés en soudage. Et donc aujourd'hui, on a des robots et on a des experts en soudage qui vont apprendre aux robots comment souder. Donc le technicien va faire la première soudure avec le robot et ensuite le robot va être en capacité de reproduire 10 fois, 100 fois, 1000 fois la même soudure. D'accord. Alors dans cette technologie-là, on a aussi l'intelligence artificielle qui arrive. Est-ce qu'un robot peut aussi progresser et faire cette soudure-là de façon, peut-être la première fois il le fera bien, mais est-ce que quelquefois il pourrait aller le faire encore mieux et encore plus rapidement possible? Oui, on peut imaginer ça. C'est-à-dire que quand on parle de robotique, il y a à la fois la partie mécanique, donc typiquement le bras, et puis il y a ce qu'on appelle une baie, qui est un petit peu le cerveau du robot. Et dans cette baie, on va soit faire de la programmation, qui va déjà être une première couche d'intelligence, soit ajouter de l'intelligence artificielle, qui va être une espèce d'intelligence programmée, mais plus avancée, qui va se baser sur des capteurs, etc., et qui va permettre au robot, petit à petit, d'être de plus en plus performant. Bien sûr, l'intervention de l'homme est toujours présente aujourd'hui, parce qu'on peut imaginer que demain, ces robots-là pourraient être auto-intelligents. Oui, alors, quand on parle d'intelligence artificielle... on parle de l'auto-intelligence, là. Oui, mais en fait, on va parler potentiellement de deep learning, c'est-à-dire qu'en fait, on va apprendre au robot d'aller chercher dans une base de données des informations pour être de plus en plus performant. Mais on n'en est pas encore au stade où le robot va entre guillemets, se libérer de l'homme. Bien sûr. Même quand on parle d'intelligence artificielle, on a toujours besoin d'avoir un humain
pour programmer, pour nourrir le robot. Bien sûr, bien sûr. La vraie intelligence artificielle, elle arrivera peut-être, mais dans quelques dizaines d'années. Voilà, exactement. Et heureusement, d'ailleurs. Ouais. On est encore en balbutiement de la robotique intelligente avec l'IA. Mais dans ton métier, toi, tes clients sont qui actuellement? Pas seulement les fabricants de voitures. Alors, moi, mes clients, c'est tous les industriels. Que ce soit des industriels qui font... En gros, tout ce que vous pouvez voir, par exemple, dans un supermarché, passe potentiellement par des robots. Oui. Votre voiture, les motos, tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est... Même le bâtiment, aujourd'hui, la construction est de plus en plus robotisée. On travaille notamment avec des partenaires, un partenaire notamment qui s'appelle X3i, qui fait de l'impression 3D en béton. Pour faire des parties de maisons sur usine. Mars, peut-être les premiers là. Il paraît qu'on va faire les premières maisons. C'est Elon Musk qui a mis cette idée, c'est de faire des maisons par un robot sur Mars. Oui, de toute façon, si demain on doit faire des constructions sur la Lune ou sur Mars, ce sera très certainement à base de solutions de construction 3D. On travaille aussi avec des startups. Je pense notamment à Futura Gaia. Qui permet de faire de l'agriculture en circuit fermé. Donc en gros de la culture par exemple de basilic, où ils récupèrent de l'eau du robinet qu'ils distillent. Et ensuite, ils vont injecter toutes les matières premières importantes, les minéraux, etc., pour bien configurer l'eau de façon optimale. Ils font la même chose avec la terre. Et puis, ils cultivent le basilic dans ce genre de... Mais ça arrive déjà avec la tomate sous serre, qui est plantée avec un arrivée d'eau qui est déjà décontaminée et ensuite contaminée avec des produits qu'il faut pour que la tomate puisse avoir tous les éléments et les oligo-aliments qu'ils ont besoin pour faire de la tomate parfaite, de la tomate qui sont calibrées, de la tomate qui pèse le même nombre de grammes chaque tomate. Alors, il y a des gens qui s'insurgent un petit peu de tout ça, qui se disent, ben oui, mais avec tout ça, on a perdu de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, si en France, il y a 10% de chômage, à La Réunion, on en a 35%, n'est-ce pas un petit peu à cause de toute cette robotisation? Parce qu'on sait bien que en 1870 jusqu'à début de 1900, quand il y a eu la révolution industrielle, on a eu aussi toute cette perte de main-d'œuvre, là, lorsque les premiers, quand on parle de, par exemple, Peugeot. Allez, on va parler de Peugeot qui a commencé à industrialiser ses usines en faisant presque de la robotique qui était un petit peu au balbutiement il y a quelques années de cela. Il y a des employés qui ont perdu leur poste parce qu'il fallait qu'ils retrouvent autre chose. Et aujourd'hui, ces employés-là, si on parle dans ce 20e siècle, 21e siècle, là, et d'ailleurs en 2020-2024, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas retrouvé un deuxième poste à cause de la robotisation. Est-ce que toi qui fais de la robotisation, tu n'as pas d'état d'âme? En fait, c'est très intéressant parce qu'on a toujours eu des métiers qui ont disparu et d'autres métiers qui sont réapparus. Par exemple, quand l'électricité est arrivée, le genre de métier qui a pu disparaître... La lumière du réverbère, il était plus large, lui. Ça, c'est sûr. On a eu les coches aussi qui ont disparu. Et puis il y a d'autres métiers qui se sont créés. Ce qui est intéressant, c'est que moi je travaille dans l'automatisation depuis, on va dire, une grosse quinzaine d'années. Et effectivement, au début, l'automatisation avait un peu la réputation de supprimer des emplois. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que les industriels, pour faire des économies, allaient automatiser et supprimer des emplois pour rester compétitifs. Aujourd'hui, on voit bien avec la mondialisation et avec le fait qu'on cherche à récupérer de la compétitivité au niveau de la France et au niveau de l'Europe, on voit bien qu'il y a certains pays, par exemple l'Italie et l'Allemagne, qui ont misé sur l'industrialisation depuis plus longtemps, là où nous, en France, on a un petit peu, je dirais, levé le pied dans les années 80. On voit qu'aujourd'hui, ils sont mieux positionnés que nous pour faire concurrence aux pays asiatiques notamment. Et ce qui change énormément ces dernières années, c'est que les industriels ont de plus en plus de mal à trouver de la main-d'œuvre. Et pas seulement de la main-d'œuvre qualifiée, mais juste de la main-d'œuvre.
Et donc, la robotique permet de suppléer à ce manque de main-d'œuvre et permet à des entreprises de rester compétitives et de continuer à produire sur le territoire français et à employer des gens qu'ils n'emploieraient pas s'ils n'étaient pas en capacité de produire. D'accord, je ne suis pas syndicaliste, mais donc, on sait bien qu'aujourd'hui, d'un point de vue démographique, on est à 8 milliards de personnes sur Terre, alors qu'il y a 100 ans de cela, on était à 2 milliards de personnes. Donc, du coup, l'évolution démographique a fait un bond exponentiel. Hein, et donc, du coup, on a plus de personnes qui vivent sur cette terre alors qu'on a moins de travail à leur donner. Et donc, tout le monde vit. Hein, et puis, avec cette théorie de Darwin, pardon, qui est une théorie de l'évolution, que les hommes aussi sont prêts à évoluer, ils sont prêts à s'adapter. De toute façon, ils sont obligés de s'adapter pour pouvoir survivre dans ce monde, en tout cas sur cette terre-là aujourd'hui. Hein. Et puis, il y a aussi des métiers qui sont dans l'industrie, des métiers qui sont très répétitifs, très pénibles, et qui aujourd'hui ne sont plus autorisés parce que ça génère des troubles musculo-squelettiques. Bien sûr. Et donc les temps modernes de Charlie Chaplin, par exemple, c'est un peu ça. Exactement. Hein. C'est un peu ça. Et du coup, les industriels doivent résoudre ce problème, et ce problème est souvent résolu par la robotique. Par la robotique, hein. Voilà. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que je vois notamment dans l'agroalimentaire, il y a des industriels qui, quelque part, ne cherchent pas absolument à se robotiser, mais qui se robotisent parce qu'ils ont du mal à trouver de la main-d'œuvre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors Pierre, toi qui es dedans, là, est-ce que si on se projette dans 50 ans de cela, est-ce que tu vois un avenir comment pour la robotique ici au niveau industriel? Est-ce qu'on va manger toujours, comme disait dans un film avec Louis de Funès, des poulets aux hormones? Ou bien, peut-être pas seulement Louis de Funès, mais le grand chanteur, là, comment il s'appelle encore, que la colline est belle. Bref, on mange des poulets aux hormones tous les jours. Hein. Est-ce qu'avec la robotisation, on ne va pas encore manger que des fruits, des légumes qui vont être calibrés, qui vont être définis comme ça, qu'on aura plus cette petite sensibilité naturelle qu'on a aujourd'hui encore la possibilité. Regarde autour de toi, ici, il y a une nature, on peut aller cueillir des fruits de la nature. Ici, chaque fruit sera différent, il sera d'une forme différente, il sera quelque part un petit peu contaminé avec des insectes, alors que l'autre non. Et bien, toute cette nature qui a créé l'équilibre de l'homme ne va pas être quelque part dans quelques années un petit peu qui va disparaître presque avec cette uniformisation de tous les produits d'alimentation. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, et justement, c'est lié au fait que tu abordais la question de l'intelligence artificielle tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas mélanger l'industrialisation et la robotisation. Même si la robotisation fait partie de l'industrialisation quand même. En gros, l'industrialisation, l'idée, c'est d'arriver à fabriquer ou à produire quelque chose de standardisé pour que ce soit le plus rapide, le plus économique possible. Ce qui est intéressant avec la robotisation, c'est qu'un robot, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut prendre là, il peut prendre là. Et quand on lui met de l'intelligence, il peut faire des choses très très fines. Par exemple, si on prend la culture de la vanille à La Réunion, c'est quelque chose qui est très technique. Il faut que ce soit un être humain qui fasse l'opération pour féconder les différentes têtes de vanille. Et c'est quelque chose qui est très fin, qui a priori semble pas industrialisable. Demain, un robot avec de l'intelligence artificielle, avec des caméras 3D, pourrait être en capacité de réaliser un geste très fin pour remplacer un opérateur. C'est pas pour ça que la vanille serait moins bonne. Mais ça permettrait de produire peut-être la vanille dans une plus grande quantité, ou d'arriver à un moment donné à continuer à produire de la vanille s'il n'y avait plus personne de motivé pour faire ce genre de geste. Oui, bien sûr. Même aujourd'hui, c'est quand même assez sophistiqué, puisqu'on sait que sur un tapis roulant, lorsqu'on met beaucoup de pommes, par exemple, il y a une caméra qui arrive à sélectionner les pommes qui sont trop petites, qui sont trop gros, qui sont pourries, qui sont avariées, qui ont une forme différente et tout ça. C'est quand même une grande avancée, quand même. Chose que, comme tu disais tout à l'heure, avant, on ne pensait pas qu'un robot pouvait le faire. Aujourd'hui, un robot peut le faire. Aussi. Et oui, tout à fait. Et depuis déjà pas mal de temps. Et on est même en capacité maintenant quand on parle par exemple d'avocats ou de mangue, qui sont des produits, je dirais très nobles, qui peuvent coûter très cher, notamment en métropole, il y a des systèmes pour carrément les scanner et voir s'ils sont mûrs ou s'ils sont gâtés
à l'intérieur. D'accord. Avec la robotique, il n'y a plus de limite, on pourrait aller très 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 loin. Oui, disons que la robotique, ça reproduit les gestes de l'homme, mais avec une précision inégalée, avec potentiellement une rapidité inégalée. Bien sûr. Mais à la base, et c'est ça qu'il faut retenir, je pense, c'est que il y a toujours à la base le geste de l'homme. La robotique ne fait que calquer le geste de l'homme. Le reproduire par une base de données. Hein? Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Hein? Merci bien. Mais on pourrait parler comme ça de la robotique ou de l'industrialisation pendant longtemps parce qu'il y a tellement de choses à dire. Hein? Il y a beaucoup d'émissions qui ont été faites là-dessus, beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Il y a quelquefois des gens qui ont été dit de façon un petit peu plus imprégnée. C'est-à-dire que quand c'est un industriel qui parle comme toi, on a l'impression vraiment tu crois, et puis après quand on entend parler de quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose dedans et qui a l'impression de croire que ça va lui prendre son travail, tout ça, aujourd'hui on peut vraiment dire que la robotisation ou l'industrialisation est quelque chose qui a été mis en place pour rendre l'homme non pas meilleur, mais en tout cas le rendre un petit peu moins féi. Ça va le faire vieillir moins vite et il va pouvoir vivre jusqu'à 100 ans là, bientôt, là, les hommes, là, parce qu'ils n'ont plus de pénibilité au travail. Hein, aussi, après, je pense que c'est aussi la vision qu'on pouvait avoir à l'époque de l'industrialisation et de la robotisation, en se disant on va déléguer le travail difficile aux robots et aux machines, et ça va permettre de laisser plus de temps à l'homme pour pouvoir faire peut-être d'autres tâches ou jouir un peu plus de la vie. Bien sûr. Ouais. Maintenant, il y a quand même une logique économique qui fait que l'être humain aura de toute façon, je pense, toujours besoin de travailler, mais ça permettra de recentrer l'être humain sur des tâches peut-être à plus haute valeur ajoutée. On n'a pas parlé de la robotique domestique. Alors, c'est pas du tout mon métier, mais aujourd'hui, nombreux sont les gens qui ont, par exemple, des robots pour tondre leur jardin. Bien sûr. Alors, juste avant qu'on finisse, parce qu'il faut le dire quand même, la robotisation industrielle n'a pas fait que du mauvais, elle fait aussi du bien. Prenons le cas où, avant, quand on vendait un sachet de chips à 2 €, avec le système de robotisation, ça va beaucoup plus vite. Donc, le sachet de chips, il peut venir à 1 €. Donc, du coup, ça peut nourrir beaucoup plus de personnes, hein, et plus abordable de personnes, parce que ça a permis de diminuer les coûts de revient aussi, quand même. Bien sûr. Ouais. Et puis, encore une fois, la robotisation, ça n'est qu'une partie de l'industrialisation. Et aujourd'hui, si on est quasiment tous en capacité à avoir dans la poche un smartphone, c'est aussi grâce à l'industrialisation et la robotisation. Bien sûr. Un smartphone coûterait 10 fois plus cher, 50 fois plus cher, et ce serait réservé à une élite. Bien sûr. Donc le tout, c'est de trouver, c'est toujours pareil, un bon équilibre pour tirer le meilleur parti de ce genre de technologie. Bien sûr. Et petit à petit, plus ça va aller, plus on aura la capacité de produire de plus en plus en France, ce qui nous permettra de sécuriser des secteurs. Là, on parle beaucoup de la pharma, notamment, et de l'intérêt de garder la capacité de produire des médicaments en France, pour ne pas être dépendant des autres pays. Et puis, demain, les batteries. Ouais, avec Efferalgan qui part actuellement, qui quitte la France pour partir aux États-Unis. Mais c'est ça aussi qui est intéressant dans les différentes crises qu'on a pu traverser ces dernières années. On a eu la crise du Covid, on a eu la crise des pénuries de composants électroniques, on a eu des crises logistiques atroces. Et ça nous a montré que finalement, produire à l'autre bout du monde pour ensuite rapatrier les produits en local, c'était pas forcément la meilleure solution. Bien sûr. Et donc l'idée, c'est de trouver un bon compromis et non pas de réindustrialiser, parce que quelque part, les choses qu'on a décentralisées, on va les garder décentralisées, mais d'arriver à industrialiser les éléments stratégiques et les garder au plus près de nous, que ce soit en France ou en Europe. Tout ça pour éviter un gros carbone qui est exagéré aujourd'hui, parce que si on produit de l'autre côté, il faut bien les ramener ici, il faut bien qu'on consomme de l'énergie qui n'est pas forcément fossile, qui n'est pas forcément électrique ou qui est plutôt fossile actuellement. Et donc tout ça crée un déséquilibre dans notre atmosphère et tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, il vaut mieux créer sur place, donc produire sur place pour pouvoir éviter toute cette carte carbone qu'on connaît ici. Tout à fait. Et puis l'industrie, ça reste quelque chose qui est stratégique. On voit bien, quand on parle des composants électroniques, des microprocesseurs, pendant des décennies, c'est l'Asie qui a été très très puissante là-dessus. Aujourd'hui, les États-Unis essayent de remonter un peu la pente, même s'ils ont toujours été
des fabricants majeurs. Oui, effectivement. Et c'est aussi important qu'en Europe, on ait nos propres fournisseurs de microprocesseurs. Exactement. Eh bien, il y a un gros projet comme ça avec le président qui a décidé de créer des mines pour voir les produits, les matières premières pour créer nos composants ici. En tout cas, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup d'être avec nous à La Réunion. Alors, tu vois comment La Réunion? Moi, j'adore La Réunion. J'ai découvert La Réunion il y a une quinzaine d'années, quand j'étais venu travailler ici pendant quelques mois. Oui. Et puis j'ai rencontré des gens exceptionnels et j'y retourne dès que je peux. Un petit coucou à André et Michel. André qui est un peu mon tonton réunionnais. Ton tonton réunionnais, exactement. En tout cas, merci beaucoup, ça nous a fait plaisir d'être avec nous ici sur petit studio improvisé de Bassin-Labo comme ça, parce que c'était pas prévu. On a décidé aujourd'hui de discuter un petit peu, de parler un petit peu de la robotique, de tout ce qui forme cette industrialisation des temps modernes, exactement. Et on ne parle pas là de Charlie Chaplin, avec son temps moderne à lui. Merci beaucoup. Merci pour ton accueil, c'était super. Merci, nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag. Merci à Richard qui était de technicien de service aujourd'hui avec nous. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Zigzag, bien entendu sur Canal Austral.